Salut à toutes et à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureux de vous retrouver. C'est votre host Philoussi comme d'habitude. Comme vous pouvez le voir, et si vous avez vu la première vidéo, vous êtes au courant. La vidéo que l'on va tourner est la suivante. Kazuchika Okada Kenny Omega chapitre 5 à All-In dans 7 jours. La vidéo était censée sortir il y a quelques jours, là, 48 heures, 72 heures. Mais un malencontreux incident s'est produit sur mon ordinateur Qu'est-ce qui s'est passé? portable. Mon ordinateur, ma tour. Il Oui, il s'est s'est passé quoi? passé des aléas de la vie, dû au fait que Quel aléa en particulier? DaVinci Resolve est une application de fils de pute. Ah ouais. Et donc, enfin, un logiciel d'enculé. Et que le monde capitaliste dans lequel nous vivons te fait payer 45 euros si tu veux récupérer un petit giga 5 de vidéo. Nous voilà donc à refaire la vidéo. Alors, on va évidemment pas refaire exactement ce qu'on a fait dans la première vidéo pour garder un peu de naturel et un peu d'intérêt dans cette vidéo. Mais voilà, ça va toujours être sympa de parler de cette rivalité, de la retracer et puis d'essayer de se hype un peu avant All-In parce que c'est quand même des vidéos qui sortent et des previews qui arriveront la semaine prochaine. Donc voilà. Pour ce De faire, toutes on les était prévues? 4 de base et on sera 3 désormais. Le premier, c'est celui qui fait que de m'interrompre depuis le début, c'est Bavarian, Ouais, Wayne. bah tu le Salut mérites, hein. Bavarian. Salut Rémi, comment ça va? Ça va et toi? Ouais, moi ça va moyennement. Ah bah, Pourquoi? ça fait rêver ça. Pourquoi? Parce qu'on a fait une vidéo extraordinaire. Et que je sais pas ce qui s'est passé, mais je sais pas, on l'a pas. Bon, mange-moi le poireau, toi. Moi, Le deuxième, c'est Zinedine. Salut Zine. Comment Salut ça Rémi, va? salut Bavarois, ça va tranquillement. Moi je vais poser un back-to-back je pense. Moi je vais penser Effectivement. back-to-back plus la vidéo qui est sortie. Je vais mettre mon petit triplé quoi moi. Tranquillement. Effectivement, d'ailleurs, n'hésitez pas à aller la voir, hein, vidéo sur Ouais. sur la division féminine. En cours de révolution d'émergence chez All Elite Wrestling, on en a fait un bon petit dossier. Donc n'hésitez pas à aller la voir. En parlant de ça, j'ai une petite anecdote. Faut savoir je vis à côté d'une salle des fêtes. Et là, du coup, je suis en train d'écouter Densa Kuduro qui est en train de se chanter dans la salle des fêtes. Oh C'est là là. extraordinaire. Bravo Mina Shirakawa, C'est bravo. Champion extraordinaire. du monde Meilleur bientôt Mina 6 mois, Shirakawa. dans 6 mois. 6 mois pas plus. Je suis à 2 doigts d'arrêter la vidéo et d'aller danser avec eux là. Nice, ça fait plaisir. En tout cas, du coup, comme je le disais, il y a une vidéo qui est déjà sortie, il y en a d'autres qui sortiront. La semaine prochaine, ce sera plutôt réservé aux previews. Vous l'avez vu, hein, sur notre réseau social principal, Twitter, qu'il y allait avoir un énorme programme. On va le mettre dans le Discord également. Peut-être qu'à la fin de la vidéo, je vous placerai aussi le programme de la semaine prochaine parce qu'il est lourd et vous allez avoir pas mal de vidéos. En tout cas, nous, on est sur Kazuchika Okada et Kenny Omega. Et avant de rentrer dans un peu plus de débat, je vais laisser Zinedine nous faire une petite chronologie de la rivalité. Ok. Bah alors on va retracer Okada Omega. On va commencer au commencement en 2016. Hein. Kenny Omega il devient le nouveau leader du Bullet Club après avoir turn sur AJ Styles qui quitte New Japan. Kenny Omega il va commencer à être push par New Japan. Au G1 Climax il va remporter le G1 Climax et il va devenir le premier étranger à gagner le G1 Climax, en tout cas sur la version sur le format moderne. Donc ça lui permet d'avoir un match de championnat à Wrestle Kingdom dans le main event pour le titre mondial. Et à ce moment-là, c'est Okada le champion. Donc on arrive, Okada est champion, Omega gagne le G1. On sait qu'on va voir Omega Okada à Wrestle Kingdom. Donc à ce moment-là, à l'époque sur Internet, sur YouTube, sur les différents blogs, sites, on se doute que ça va être un gros match. C'est le test ultime pour Omega. Okada, il est déjà sur la lune depuis un an. On se dit ça va être un vrai bon match, mais à quel point, on va voir, on espère. On était content du match, mais on se doutait pas du classique qu'on allait avoir. Il y a personne qui l'a vu venir. Franchement, ça m'étonnerait qu'il ait prédit ce qui allait arriver. Donc on a un vrai classique. Genre unanimité auprès des fans. Quel que soit le type de fan, des novices, des plus expérimentés, des gens qui connaissent moins. C'est un classique. Okada conserve durant ce match. Et ça va casser Internet. Le nombre de fans qui vont réagir, ça va créer tellement une vague. Il y a beaucoup de fans qui vont s'intéresser à New Japan,
juste au moins jeter un œil sur ce match, voir pourquoi tout le monde en parle partout, sur YouTube, sur Internet, sur des sites, partout. Il y a aussi Dave Metzler qui a joué un rôle là-dedans. C'est le premier match où il va mettre 6 étoiles. Donc à l'époque, il y avait encore le Barren Metzler et il y avait encore beaucoup de hype. Les gens, ils aimaient bien voir. Pour ceux qui ne sauraient pas, expliquer peut-être qui est Dave Metzler. Ouais, Dave Metzler, c'est, on va dire, le journaliste le plus connu de catch dans le monde. Il travaille pour le Wrestling Observer Newsletter. Donc c'est une des plus grosses revues de catch au monde, située aux États-Unis. Et Dave Metzler, il a l'habitude depuis plus de, ça fait quoi, 50 ans? Ça fait bientôt 50 ans. Non, 40 ans plus, 40 ans, qui note les matchs. Donc sur une échelle de 0 à 5. Et c'est la toute première fois en plus de 40, en 40 ans, dépasse le 5 étoiles, quoi. Donc c'est un match, c'est même plus un classique, c'est un truc. À ce moment-là, pour lui, c'est le meilleur match de l'histoire, quoi. C'est à voir. Donc ça, l'engouement, il était encore plus important suite à ça. Et donc les gens commençaient à s'intéresser à New Japan, même des gens qui n'étaient pas, qui connaissaient pas du tout, alors qui s'y intéressaient pas plus que ça. Donc voilà pour le premier match. Le contexte est vraiment important parce que c'est vraiment le classique, c'est le plus important, c'est le plus populaire parmi les fans, le premier. Le deuxième, il va y avoir 6 mois après, à Dominion 2017. Donc Dominion, c'est le deuxième plus gros pay-per-view de New Japan. C'est l'équivalent un peu de SummerSlam côté New Japan. Kenny Omega, il demande une revanche à Okada. Cette fois-ci, ça va être un match tout aussi immense. Tout aussi immense. À l'époque, il y avait beaucoup de débats sur est-ce qu'on préfère le premier, est-ce qu'on préfère le deuxième. Les fans ils s'embrouillaient, mais de façon amicale. C'était super sympa. Cette fois-ci, le truc inédit dans le match, c'est que c'est un match nul. Ça arrive très rarement chez New Japan dans un match aussi important. Surtout que c'est un match nul par le temps limite. Donc le match il dure 1 heure. Le match il dure 1 heure, c'est assez long chez New Japan, même si les main events ont tendance à être longs chez New Japan, mais là c'est vraiment très long. Et donc c'est inédit, c'est match nul. Les gens en parlent beaucoup. Là, il y a beaucoup plus d'interactions vu que des gens s'y sont mis récemment. Donc ça a encore plus renforcé des gens à continuer à suivre New Japan et d'autres à s'y intéresser. Donc c'est dans la continuité de Wrestle Kingdom, du premier. On arrive au troisième, toujours dans la même année. Il se passe cette fois-ci en été. C'est au G1 Climax, donc le tournoi emblématique de New Japan, qui est fait en 2 groupes, où tu affrontes chaque membre du groupe une fois et celui avec le plus de points est qualifié pour la finale. Et on ne sait pas s'il va y avoir Okada Omega à ce moment-là. Et quand il y a l'annonce des groupes, on voit les deux dans le même groupe. Donc on sait qu'il va y avoir forcément le match entre les deux. Et il s'avère que c'est le dernier match du groupe, en plus. Donc c'est les 2 finalistes du groupe. Le gagnant, il va en finale. À ce moment-là, on se doute. Là, c'est peut-être celui avec le moins de suspense. Parce qu'on se doute que Omega va gagner. Et en plus, c'est pas pour le titre, donc ça lui donnerait une chance pour le titre en plus. Et ça ferait un pour Omega, un pour Okada et un match nul. Donc c'est si ça se passe complètement. Hein. Omega, il gagne, il va en finale. Et c'est peut-être le match le moins populaire parce que c'est le moins long. Y a pas c'est pas un match pour le titre. Donc c'est peut-être le moins connu, mais il est tout aussi exceptionnel. C'est autant un classique que les autres. Hein, il est à voir. Et on se dit, vu qu'Omega a gagné et qu'il est en finale, est-ce qu'il fait le back-to-back G1 pour affronter justement Omega Wrestle Kingdom 1 an après? Finalement, Omega ne gagne pas, à la surprise de certains. Et il faut attendre 1 an après, donc Dominion 2018, pour que Omega revienne défier Okada en lui disant la dernière fois, le dernier qui t'a battu, c'est moi. J'ai droit à une chance pour le titre. Là, t'as battu tous les records avec le titre, longévité, nombre de défenses. Moi, je sais que je suis le seul qui peut te battre. Et donc, en 2018, là, on est 1 an après tout l'engouement sur le Okada Omega. Mais cette fois-ci, les gens, ils sont rodés sur New Japan. Sur Internet, c'est vraiment le Bullet Club. Médiatiquement, il est au maximum. Donc, tout le monde le suit, celui-là en direct. Il y avait toutes les télés en effervescence. YouTube faisait qu'en parler. Et ils vont poser un classique, de nouveau. Moi, personnellement, c'est mon préféré. Où c'est un 3 manches. Et c'est Omega qui l'emporte et qui devient enfin champion mondial chez New Japan. Pour beaucoup, le débat, c'est entre celui-là et le premier à Wrestle Kingdom. Là, sur la préférence. Par exemple, Dave Metzler, pour lui, c'est le plus grand match de catch de tous les temps.
Donc ça a encore plus l'engouement, il faisait que avancer, qu'être plus important. Et donc c'est ça qui va amener à ce que la quadrilogie Okada Omega, avec tout l'engouement, tout l'intérêt que ça a amené, toutes les répercussions, a été si légendaire pour beaucoup de monde, et qu'aujourd'hui, là, pour le 5e, ben, il y a une attente de fou, du questionnement de fou, et on va parler un peu de ça aujourd'hui. Hein. Exactement, du questionnement. On rappelle des faits. Exactement, du questionnement et des attentes. Merci Zidane pour cette retranscription chronologique, pardon. Vous l'aurez compris, hein, que des classiques, ou en tout cas que des top matchs. Donc allez vous faire la quadrilogie si vous avez du temps un peu avant ce all-in, parce que alors peut-être que le match de 1h ou 1h15 là, vous allez peut-être pas. Il y a des matchs, ils sont très longs, sont très longs les matchs. Mais peut-être un par jour, vous pourrez pas faire les 4. Après, si vous avez si vous avez du temps à casser, pourquoi pas. Mais ouais, ils sont vraiment à voir et ils sont vraiment intéressants. La line-up qu'on a aujourd'hui, elle est bien parce qu'on a tous les trois découvert ces mecs-là à des moments différents et à des périodes du catch différentes. Zinedine, donc lui, évidemment, tu as vécu ça en live. Moi, je les ai découverts, alors je les connaissais de nom et vite fait de réputation un peu avant, mais je les ai découverts en 2019 quand j'ai vraiment commencé à m'intéresser à l'indie, pas indie, mais plutôt tout ce qui était hors WWE. Avec la création d'All Elite Wrestling. Et on a Bavarian qui a découvert ça il y a une petite année, il me semble, quelque chose comme ça. Enfin, découvert, il les connaissait évidemment lui aussi de nom et de réputation, mais qui s'est mis à vraiment regarder du catch japonais et hors de WWE depuis une petite année. Donc, la line-up est intéressante du coup, parce qu'on les a connus à des moments différents. J'aimerais avoir votre ressenti, vous, sur comment est-ce que les matchs, vous les percevez quand vous les voyez la première fois. Alors peut-être commencer par Zine, comment toi tu les perçois et comment tu les ressens? Est-ce que tu ressens une vague? En plus, tu étais déjà sur les réseaux sociaux à ce moment-là sûrement. Donc comment est-ce que tu vis ces matchs? Comment est-ce qu'ils se vivent en live? Ben, en tout cas, en live, moi ils m'ont choqué. Ils m'ont choqué, pourtant j'avais vu pas mal de matchs. Bon, il y a d'autres matchs qui m'ont choqué dans ma vie, hein. Mais ceux-là, ils m'avaient vraiment choqué. Moi, c'est surtout le fait que c'était l'ambiance du match, en fait. Je m'attendais pas à une ambiance comme ça. Dans le match, dans le premier, en tout cas, Wrestle Kingdom. Bon, après, il y a l'effet Tokyo Dome, il y a l'effet. C'est vraiment un stade vraiment où il y a une ambiance particulière. Le public, il est pas. Alors, c'est le Bernabéu un peu, au Japon. C'est pas celui où il y a le plus d'ambiance, mais il y a une tension dans le stade la retranscription lors du match, elle m'a choqué. Il y a des spots de fou. Et donc quand je suis ressorti du match, j'ai surkiffé le match, mais ça m'a surpris un peu l'engouement sur Internet, si je dois être honnête, parce que on est à Wrestle Kingdom 11 et le précédent main event de Wrestle Kingdom, donc de l'année précédente, il y a un Tanahashi Okada qui pour moi personnellement, en tout cas depuis que je regarde en direct du catch, c'est peut-être le meilleur match de catch que j'ai vu de ma vie. Donc, quand je suis sorti de Okada Omega, ça m'a un peu surpris qu'il ait plus d'engouement que celui de l'année précédente, qui a eu un engouement de fou, hein, au niveau des fans qui regardaient. Mais je pense que c'est le fait que Kenny Omega est sur du Bullet Club. Donc le Bullet Club, il a quand même aidé beaucoup à ce que les fans qui n'avaient pas l'habitude de regarder New Japan ici s'y intéressent, parce qu'ils voyaient des Américains ou des Européens, donc c'était plus familier. Mais c'est après le premier où j'ai vraiment compris que les matchs, en fait, ouais, il y avait un truc. Parce que le premier, tu peux avoir un classique avec deux gars, et quand tu commences à en avoir deux, c'est que c'est pas anodin. C'est qu'il y a une alchimie particulière, c'est qu'il y a une tension entre les deux, il y a une feud qui se raconte toute seule. Donc, c'est à partir du deuxième que j'ai vraiment compris ce que je vivais. Donc, quand il y a le match nul, je me dis, moi, je préfère par exemple le deuxième au premier, qui est pas la majorité des gens. Mais là, je me dis, ah ouais, non, ils ont vraiment une alchimie, vraiment. Il n'y a pas beaucoup de gens sur Terre dans ce sport qui ont cette alchimie-là. Et ensuite, avec l'explosion du Bullet Club médiatiquement, tu le ressens que les gens ici intéressent. Ça fait bizarre, tu vois, parce qu'à l'époque, moi, quand je suis sur Twitter en 2015, comme ça, il y a des gens qui regardent New Japan, tu vois, mais c'est pas du tout la majorité, tu vois. Faut chercher un peu chez les anglophones ou sur des blogs un peu plus spécialisés, mais sur Twitter, c'était rare, assez, tu vois. On n'était pas beaucoup. Et c'est ça qui m'a un peu choqué, c'est le fait de pouvoir maintenant échanger. Et maintenant, c'est banal, tu vois, en TL. Tu recherches un peu des gens qui regardent New Japan, tu trouves ça facilement. C'est plus ça qui m'a choqué à l'époque. Et c'est super agréable toujours, hein.
de voir plus de gens regarder ce que tu regardes, d'échanger avec des gens à la fois que tu connaissais pas, qui s'y connaissent à fond, ou encore plus que toi qui regardent depuis plus longtemps, des gars qui t'as connus ensemble, et des gars qui arrivent, quoi. Donc moi, c'est ça que j'aime bien avec cette rivalité, c'est que j'ai l'impression qu'elle a uni un peu tout le monde, tu vois. Tout le monde l'a vécu différemment, tout le monde la kiffe, mais tout le monde en discute, c'est un beau souvenir pour tout le monde, que ce soit récent ou moins. Donc c'est, je pense, ceux qui l'ont connu, vraiment, en tout cas comme moi, ça fait ce petit truc, tu vois. C'est un truc qui t'aura marqué dans ta vie de fan de catch. Donc moi, c'est ça dont je retiens avec cette rivalité. Ça me fait plaisir de le revoir finalement samedi prochain, quoi. Ok, Vous, très clair, ça merci. doit être différent. Bah, Ça doit être ouais, différent. moi un peu différent. La vérité, je la découvre un peu 2019-2020 quand je m'intéresse un peu plus à ce qui se passe là-bas. Donc j'ai cet effet surtout sur Kenny Omega d'être un peu dans l'excitation de la découverte. Parce que c'était peut-être le free agent le plus chaud du moment avec Moxley et Jericho en Hmm. 2019. Un peu moins sur Okada. Surtout que je ne suivais pas. Attends, je ferme ma fenêtre. Euh, Okada, j'ai pas non plus autant d'excitation. Par contre, les matchs, moi, je les vois que très tard. Et c'était très tard, Ok. c'est 2025. Par contre, les matchs, tu prends une claque. J'en ai vu 2 sur les 4. Pas tous vus. Tu prends une claque, surtout le premier. Des deux que j'ai vu. Bah, j'ai vu les deux premiers, et le premier pour moi, c'est le meilleur pour l'instant. Juste dingue. Franchement, je l'ai regardé avec la bête. Et je me disais, ouais, putain, mais ce match-là, c'est quoi? C'est 5 étoiles, 4 étoiles 75, etc. Puis à un moment, je me dis, vas-y, on pinaille pas. Franchement, le match est dingue. Toi, Bavarian, c'est quoi ton rapport au match? Vu que t'es un peu comme dans ma situation, c'est quoi ton rapport au match et à la rivalité? Alors moi, c'est juste Mathéo qui nous a fait découvrir, enfin qui nous a fait découvrir, qui nous a montré en tout cas. Il y a un moment, on regardait du catch. Il m'a dit, bah tiens, écoute, je vais te faire regarder ton deuxième match New Japan parce que le premier c'était Great Okan contre Tamatonga, pas exactement le même niveau, même si c'est quand même vachement divertissant. Euh, Ça, on pourra pas l'enlever. Mais ce sera peut-être le sujet d'une autre vidéo, une autre grande rivalité dans le catch. Mais mais ah tiens, pourquoi pas, tiens, si. Mais bref, on a regardé du coup de ce match. J'ai dit tiens, t'as jamais vu Okada Omega? On va regarder Okada Omega parce que c'est considéré comme l'un des plus grands matchs de tous les temps, l'un des meilleurs matchs de tous les temps. Sur Cage Match, c'est celui qui a la meilleure note, tout ça, tout ça. Du coup, bah let's go, allons-y. Et je regarde le match et il faut savoir que moi je connais pas du tout le style New Japan. Je ne connais pas en fait. Voilà, je sais pas comment ça fonctionne. Il m'explique plein de trucs. Il m'explique, écoute, un finisher à New Japan, c'est l'attaque finale, l'attaque spéciale, l'attaque ultime. Le mec qui fait ça, normalement, le match il est fini. Et les matchs sur New Japan, quand tu fais des signature moves, bah, les matchs ils peuvent finir. Pour ceux qui ne connaissent pas New Japan, par exemple, imaginons, tu peux avoir plein de matchs avec Roman Reigns qui termine des matchs sur des Superman Punch. Voilà, à New Japan, ce serait comme ça. Il terminerait des matchs sur Superman Punch, sur des guillotines. Et s'il met un spear, alors là, c'est vraiment que le mec en face, faut le finir. C'est l'attaque spéciale, l'attaque finale. Et du coup, j'ai ça en tête quand il me dit ça. J'ai aussi le fait que s'il y a une table, on n'est pas obligé de l'utiliser. Juste qu'il y a une table, voilà, elle est là. Rappelle-toi-en, mais ça se trouve, on ne l'utilisera pas du match. Et c'est possible, oui, qu'on n'utilise pas du match. Et je regarde tout le match, du coup, avec ça en tête, avec tout ce contexte en tête. Et je suis comme un fou, je suis comme un dingue. Sachant qu'en plus, je sais un truc, c'est qu'à ce moment-là, il y a qu'une seule personne qui est sortie du One Wing Angel. Parce que Kenny Omega n'était pas encore sorti à ce moment-là, puisqu'il le fait contre Ospreay. Et donc, du coup, je sais que, bon, s'il y a One Wing Angel, concrètement, c'est fini. Et je suis comme un fou sur les kick-out des Rainmakers. À un moment, tu as un One Wing Angel. Bah, en fait, je vais pas le dire parce que si vous voulez regarder les matchs, je vais pas vous spoiler. Mais en gros, dès qu'il y a des retournements de situation, je m'y attends pas du tout. Alors que si j'étais au W, qui est un style du coup pas pour critiquer, mais qui est un style que je connais beaucoup plus, bah je m'y attendrais un peu plus. Là, il y a des trucs, des rope breaks, des choses, des counters. Ils adorent counter aussi les finishers pour faire un finisher derrière. C'est extraordinaire, c'était génial. Techniquement, c'était fou. J'avais aucune idée de qui était le vainqueur en plus, donc du coup, j'étais vraiment à fond dans le suspense. Vu le contexte que m'a donné Mathéo, je me suis dit, ah bah du coup, si lui c'est le boss et que Kenny Omega c'est un peu le petit entre guillemets qui monte, bah ce serait peut-être Kenny Omega plutôt qui aurait la victoire. Et du coup, j'ai ça en tête, j'ai ce truc en tête, et le suspense il est total.
Et le match est extraordinaire. Je suis comme un fou furieux. Et à la fin du match, il y a Matteo qui me dit bah écoute, ça dit on regarde la suite. Et je dis non. Attends. Moi, il faut que je me ressource un petit peu là parce qu'écoute, il faut se calmer, monsieur. Il faut me laisser me remettre. Et du coup, je regarde le deuxième match où je m'attends pas du tout à ce que ce soit un match nul, du coup, comme l'a dit Zine. Et c'est génial, c'est fantastique. D'ailleurs, avant ça, quand il m'a expliqué qu'il y avait des time limits à New Japan, je dis ah, mais je suis pas fan de time limit. J'ai vu le match, je me suis dit ok, non, c'est la meilleure idée du monde, c'est trop bien. C'est extraordinaire. Ça arrive souvent en plus. Ouais, non, au début, tu te dis time limit, c'est un peu chiant, quoi. Enfin, c'est bon, laisse le match jouer. Non, en fait, non, c'est énorme, en fait. C'est énorme, c'est trop bien. Et surtout quand tu vois, en fait, quand tu réfléchis à toutes les possibilités de storytelling que ça implique, c'est trop bien. Genre, imaginons, pour vous transposer, pour les gens qui regardent que la WWE, et vous voyez tous les moments où il y a des doubles, merde, des Double DQ, décompte. des no contest, machin Ouais. et tout. Et ben là, par exemple, on pourrait avoir un time limit pour avoir un match nul. Ça pourrait changer des trucs, tu vois. Par exemple, imaginons, il y a un match, vous savez, le fameux truc où il y a 2 challengers qui s'affrontent et le champion qui y va et qui leur casse la gueule à tous les deux. Et t'as le GM qui fait ah oui, bah du coup, tu auras un triple threat. Bah là, du coup, on pourrait avoir 2 mecs. Genre, imaginons, c'est insupportable, tu vois. Les mecs, Et ça bah, fait 30 ans que la compagnie existe, ils ont toujours pas compris que si t'interviens, non, c'est ça. tu manges Frère, le dans la gueule. non, mais et du coup, là, imaginons, vous voyez, là, pour Gunther, Drew McIntyre, Sheamus, bah là, on aurait pu avoir un time limit entre Drew McIntyre et Sheamus, et Adam Pearce qui dit, bah écoute, triple threat. Ouais. Voilà. Et du coup, voilà, bref, ça peut apporter de nouveaux trucs. Et donc, voilà, ce deuxième match que je trouve excellent, mais qui était moins bon que le premier, je trouve. Et comme j'avais dit dans la première vidéo, je le redis, qui est moins bon, comme je trouve que Shining est moins bon que 2001 de d'espace. C'est-à-dire que bon, on est sur du 99 et du 100. Hein. Vous voyez, le compteur, ça se joue à rien, quoi. C'est pour vous dire le truc. Celui du climax, du coup, qui est beaucoup plus court, qui est celui que j'aime le moins de toute la rivalité, mais qui est aussi excellent. Et on arrive ensuite à ce dernier match, qui est le préféré de beaucoup de gens. De ce que j'ai vu, vraiment la majorité des gens à qui je parle, après peut-être que j'ai parlé à, entre guillemets, «aux bonnes personnes», dans le sens où peut-être que c'est beaucoup plus split comme avis que je ne le pense, enfin, en tout cas que je ne l'ai vu. Mais en tout cas, j'ai vu beaucoup de personnes préférer le 4e et je peux comprendre vu le contexte. Moi perso, je préfère tout. Alors, encore une fois, c'est extraordinaire, hein, c'est vraiment un match de fou furieux. C'est un match de fou. Mais je préfère toujours le 1er quand même. En tout cas, je l'ai plus ressenti, le 1er. C'est vraiment, vous voyez l'explosion du cerveau, quoi. Je suis devenu waouh, c'est fou! C'est possible de ne pas avoir 15 finishers par match? C'est vraiment, genre, ça existe. Ça existe des gens. On peut faire un match sans que John Cena fasse 5 FU. C'est possible. D'accord, OK. J'étais comme un dingue, je dis ah ouais, d'accord, OK. On redéfinit le catch. Et non, du coup, c'est un truc qui me touche beaucoup plus. Par exemple, justement, que moi j'aime beaucoup le fait que le finisher finisse un match. Ouais, à WrestleMania, ça me va. OK, je peux accepter beaucoup de finishers, mais normalement, à Raw, 2 finishers, on est où là? Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi ce bordel? Non, un finisher, ça finit un match. Et même que le fait que des signature moves peuvent faire des matchs, ça me plaît aussi. Ça rend le truc beaucoup moins codifié, beaucoup plus imprévisible. T'as plus de suspense, tu vois, ouais. Tu Ça. sais pas d'où ça peut finir à n'importe quand. C'est À ça, la exactement. 15e Bah, en fait, minute, à la 20e. c'est comme un, comment dire, c'est comme, je sais pas, c'est comme un manga, quoi. Après, moi, je suis pas très fan de manga. Enfin, je sais pas, j'ai pas lu beaucoup de mangas ou vu beaucoup d'animés. Mais vous voyez, c'est-à-dire que Son Goku, il termine pas tous ses combats avec un Kamehameha, tu vois. Genre, c'est au bout d'un moment, tu vois, il y a des mecs qui n'ont pas besoin, quoi. Tranquille, frère. Mais voilà, du coup, moi, j'ai adoré les matchs. C'était extraordinaire. Et on m'a dit, enfin, j'ai un ami qui m'a dit que pour lui, du coup, ce sera sûrement le moins bon match, du coup, celui qu'on aura à Win. Je dis ouais, c'est possible. Mais je pense quand même qu'il y a moyen qu'ils mettent malgré tout tempête à tout ce qui se fait comme match, en fait, dans tout le monde du catch cette année, en fait. Parce que Ouais. On est sur un match of the year contender. Hein. Bien sûr. Mais je vais te dire, si c'est pas dans les contenders des matchs de l'année, c'est une grosse déception pour moi. Hein. Oui. Parce que on a, vous voyez, des Wrestling Soulmates. Voilà, Wrestling Soulmates qui est en train de combattre. Et non, ça va être extraordinaire. Et je pense que même sans le contexte, avec juste le contexte que présente All Elite, sans avoir vu les matchs, je pense quand même qu'il y a moyen de se régaler parce que même, ça va être. On a 2 génies, quoi. On a 2 génies dans le ring qui vont s'affronter. Ça va être fantastique. Parfait. Bah, justement, on y reviendra un peu à ce truc, justement, des attentes sur le match de la semaine prochaine.
Revenir un petit peu juste sur peut-être que représenter un peu ces deux gars. Alors, Zine l'a très bien expliqué en détail sur ce que les matchs ont représenté. Pour encore un peu de contexte, Kenny Omega, à ce moment-là, c'est le Gaijin numéro 1 et c'est surtout, comme l'a dit Zine, le leader du Bullet Club. Bullet Club, c'est peut-être le groupe le plus influent de l'histoire récente du catch, dans le catch hors WWE, parce que c'est celui qui a servi de passerelle et de pont entre le Japon, les scènes US, on va dire moins cotées, Mm. et jusqu'à la création de Elite Wrestling, puisque les membres du Bullet Club sont les membres de la création sont les membres qui ont créé, pardon, euh, Elite Wrestling. Oh, l'élite. Et surtout, Kenny Omega, il reprend le Bullet Club après le départ de peut-être une des superstars les plus importantes de New Japan sur le début, la première moitié de 2010, c'est AJ Styles. Donc la pression sur ses épaules, elle est lourde. Il doit l'assumer. Okada, ça fait 1 an, je crois, si tu m'arrêtes si je me trompe, Zine, qu'il est push en tant que ace. Donc le ace de la compagnie chez New Japan, c'est le visage. Il est officiellement 1. C'est ça. Officiellement numéro 1. C'est ça, c'est le visage, c'est la tête d'affiche, c'est toujours un japonais parce que c'est une tradition chez New Japan, et il prend la relève de la plus grosse superstar de l'histoire de New Japan, qui est Hiroshi Tanahashi, qui est toujours là, mais qui n'est plus le visage numéro 1. Donc cette confrontation, elle marque vraiment le début d'une ère, et un symbole un symbole de quelque chose de nouveau. Notamment parce que, en parallèle, de l'autre côté de l'Atlantique, il se passe aussi quelque chose aux États-Unis, c'est que WWE, depuis quelques années, que ce soit dans ses politiques internes et externes, dans les recrutements, dans la gestion des talents, mais également dans son produit, dans son booking, fan un peu les gens, est un peu en perte de vitesse, attise beaucoup de frustration, que ce soit en termes de superstars, je pense à des mecs comme Drew McIntyre qui s'en va, comme Cody Rhodes, qui d'autres on a encore, des CM Punk qui évidemment partent en froid, ou au niveau des fans, dans l'utilisation de certains talents. Alors on peut même revenir un peu avant, des Batista, même déjà début 2010, s'en aller pour les mêmes raisons qui ont poussé d'autres à s'en aller plus tard. Mais même au niveau du produit, du booking, il y a une grosse frustration qui se crée chez les fans, que ce soit par exemple dans l'utilisation de Bryan Danielson, dans la mise en avant de certains talents, dans peut-être la place qui est un peu moins laissée à l'in-ring. C'est quelque chose qui va un peu s'essouffler à partir de 2015 parce qu'il y a un afflux massif de talents, notamment venus de la scène indépendante ou des scènes un peu moins cotées. Donc Ring of Honor, TNA, AJ Styles, on l'a dit, Samoa Joe, Kevin Owens, Claudio Castagnoli qui se faisait appeler Cesaro là-bas, Adrian Neville, que l'on connaît aujourd'hui sous le nom de Pac, Kevin Owens, Sami Zayn, Shinsuke Nakamura qui arrive aussi peut-être un peu plus tard, Bobby Roode, voilà, il y en a encore une dizaine, vingtaine que je pourrais citer, mais ceux-là déjà ils vont en plus à NXT de base. Ils vont à NXT de base, donc c'est pas forcément marketé main roster, Raw, SmackDown. Donc voilà, cette frustration, elle va pousser beaucoup de fans à s'intéresser à d'autres choses. C'est vraiment très comparable à ce qui se passe aujourd'hui, avec peut-être un sentiment, ça peut-être Zine qui pourra le confirmer, avec un sentiment encore plus fort à l'époque sur l'aspect gestion des talents. Aujourd'hui, je pense que c'est plus l'aspect produit et politique externe qui pose problème. Avant, c'est vraiment sur la gestion des talents, sur qui on push, qui on ne push pas, et pourquoi on ne les push pas. Je pense qu'à ce moment-là, c'est plus ça qui frustre les fans, qui aimeraient voir plus de talents, on va dire, de workers mis en avant et un peu moins je caricature, mais de storytelling et de segments. Et donc, ça va pousser les gens à s'intéresser à autre chose, notamment à une compagnie qui est en feu à ce moment-là, c'est la Ring of Honor. Et qui on retrouve à la Ring of Honor? On retrouve... j'ai perdu leur nom, alors que c'est ce dont on parle depuis tout à l'heure. Cody Rhodes, les Young Bucks, Adam Page, Adam Cole, The Elite. C'est important que je précise que ce soit The Elite parce que c'est peut-être comme ça qu'à partir de ce moment-là, ils se feront appeler. Une fois que le Bullet Club changera de main après le départ de Omega et des Bucks, etc., c'est peut-être comme ça que eux maintenant se feront appeler. Ce sera The Elite et plus le Bullet Club. Et du coup, ce The Elite / Bullet Club va aider énormément à populariser autre chose que WWE et donc créer une certaine communauté.
Pourquoi je parle de tout ça? Alors, vous avez vu, j'ai mis Okada de côté parce qu'Okada, jusqu'à 2023, il va être dans son coin à New Japan, a toujours envoyé d'excellents matchs, mais il va être dans son coin. L'aspect central, c'est plus Kenny Omega, qui lui va avoir de plus en plus d'ambition, va être toujours excellent et va devenir en 2018 le free agent le plus convoité, le plus désiré. Symbole d'une réussite de New Japan parce il avait été refoulé et recalé de partout aux US avant ça. Et en fait, ce pont qui se fait entre New Japan et le Bullet Club, et la Ring of Honor, pardon, il va amener à la création d'un pay-per-view en 2018 qui s'appelle All In, qui est du coup évidemment le précurseur, l'ancêtre du All In qu'on connaît sous la formule actuelle, et qui sera le premier événement, alors je vais y arriver cette fois peut-être, c'est le premier événement hors WWE à vendre plus de 10 000 tickets. C'est ça. J'ai réussi. C'est ça, bravo. Bravo. Aura, full aura. Pour une fois, j'ai pas dit Madison Square Garden. Tout ça, ça part de, comme quelqu'un dont t'as parlé d'Izine tout à l'heure, Dave Meltzer, qui en gros, Dizine, j'ai dit, je crois. Zizine. Donc ça part de Dave Meltzer qui répond en fait à une FAQ simple sur Twitter où un gars lui demande est-ce que tu penses qu'un jour quelqu'un pourra faire, enfin une salle, une arène, une entreprise, une compagnie, peu importe, pourra vendre plus de 10 000 places pour un show de catch hors WWE, et il dit impossible. Citation de Cody Rhodes qui lui répond on prend le pari. Il prend le pari et je crois qu'il l'organise très vite en plus, hein, en 6 mois ou 3 mois, un truc comme ça. Ils sont sold out en 3-4 minutes. On y retrouve. Alors il y a Rey Mysterio qui fait le show, il y a Will Ospreay, il y a MJF. Mais dans les stars du moment, t'as Christopher Daniels qui le fait, les stars de l'Indie. Hein. T'as évidemment Kenny Omega. T'as Cody Rhodes. Bandido, à l'époque, qui commence à être en pétard. T'as Phoenix et Penta qui sont des stars au Mexique et dans l'Indie. T'as les mecs de The Elite, tous les mecs de The Elite à cette époque-là. C'est ça. Ils catch. T'as Okada quand même sur le pay-per-view aussi également. Là, ouais. Il affronte qui Okada déjà? Et donc, il affronte Marty, on va pas le citer, mais. Exactement. Ouais. Et surtout, le game changer de tout ça, c'est la présence et les débuts, oui, c'est la présence surprise à la fin du show de Chris Jericho. Alors, peut-être qu'aujourd'hui ça peut faire rire, mais Zin Bavaran, on est d'accord que Chris Jericho en 2018, ça reste une figure importante du catch. Et c'est inimaginable parce qu'à ce moment-là, il est en j'allais dire en anglais, en hiatus, il est en pause avec WWE parce que il va faire ses tournées avec Foxy là, son groupe, et qu'on se dit tous bah voilà, il fait comme d'hab, il fait sa tournée et puis il reviendra. Surtout que Chris Jericho, voilà, on peut plus le voir aujourd'hui. Chris Jericho, c'est une légende du catch. Hein, on parle pas de n'importe qui. Hein. Il sort d'un bête de run. Il sort d'un bête de run chez WWE à ce moment-là, avec la liste, avec Owens, tout ça. Il a une hype de fou, toujours à ce moment-là. Il va partir de WWE, mais on connaît Jericho. Hein. Il part avec son contrat, il revient, il en re-signe un. Ça se passait toujours comme ça avec WWE. Et il va faire quelques. Ouais, voilà, il s'entendait bien. Il fait quelques dates chez New Japan, ce qui dérange pas WWE en soi, tu vois. Ça les empêche pas de le reprendre après. New Japan, c'est pas un concurrent. Mais sauf quand il apparaît à All In, on se dit attention. C'est que Chris Jericho, il est plus proche de The Elite que de WWE. Et là, par contre, là, WWE, c'est pas la même chose. Et là. Donc, Chris Jericho, il fait partie de ce truc qui. Ça a été un soutien de The Elite, parce que The Elite, ils ont été plus populaires à ce moment-là, peut-être. Mais Jericho, il a le côté mainstream. Jericho, il a connu WCW, il a connu WWE, il a catché au Mexique, au Japon. C'est un fan de catch, il connaît Chris Jericho. C'est ça le truc. C'est Y2J, quoi. Donc ça les a beaucoup aidés. Et je pense à faire la transition avec ce que tu dis. C'est ça, ce que tu voulais dire. Beaucoup aidé. Et là, comme tu dis, on sent que c'est sérieux. Et surtout, c'était des rumeurs de niche. Je crois que All In c'est en septembre. Le All In 2018 c'est en septembre. C'est en septembre et bon, vous avez vu de toute façon, il y a l'overlay sur la vidéo. All In c'est en septembre et il y avait des rumeurs à ce moment-là d'une certaine volonté de certains de créer une alternative, une concurrence à WWE, on savait pas trop.
On savait que Cody Rhodes était bouillant là-dessus. Ouais, bah. Parce que lui, il l'avait déjà dit à plusieurs reprises, hein, qu'il avait été très frustré de son utilisation chez WWE et qu'il avait beaucoup d'idées. On le savait. Maintenant, c'est à ce moment-là. Alors, avant en ligne, encore plus. Après en ligne, peut-être un peu moins parce que ils ont rempli la salle, ils ont réussi leur pari, mais c'est un show. Mais ça paraît inimaginable quand on connaît l'historique de WWE avec la concurrence, que ce soit WCW et TNA par exemple, à moindre mesure, et encore avec une autre moindre mesure, des compagnies comme ECW, enfin, soit ils rachetaient, soit ils étaient écrasés. C'est inimaginable pour quiconque d'envisager de créer une compagnie et d'essayer de concurrencer la WWE. Donc à ce moment-là, ça ne reste que des rumeurs, et tout va changer dans la soirée du 31 décembre 2018 au 1er janvier 2019, avec une vidéo postée par The Elite, donc Hangman Adam Page, Cody Rhodes et Matt et Nicholas Jackson, les Young Bucks, avec un compte à rebours qui annonce le pay-per-view, Double or Nothing. Alors ça n'annonce pas une création de quoi que ce soit, mais on sait qu'il y a un pay-per-view qui va arriver. On apprendra plus tard que ce pay-per-view Double or Nothing, ce sera le premier de leur compagnie, de la nouvelle compagnie, qui s'appellera All Elite Wrestling, ils le diront une semaine plus tard, lors d'une conférence de presse. Et il se passe quelque chose d'autre à ce moment-là, c'est que donc Kenny Omega, on le dit, il fait son dernier match le 4 janvier à Wrestle Kingdom, à New Japan. Mais il se passe quelque chose d'autre qui est un game changer qui, peut-être aujourd'hui, ça paraît un peu lointain et un peu limite obvious, mais à ce moment-là, c'est quelque chose qu'on ne voit pas arriver non plus. C'est que Jon Moxley ne re-signe pas avec WWE et quitte la compagnie. C'est fou parce que à ce moment-là, c'est un des membres du Shield, et les 3 membres du Shield, on sent que c'est le projet de les push. Lui, il est pas content de son utilisation, de comment ça se passe pour lui. Donc il décide de s'en aller. On est d'accord que c'est couillu quand même, hein, parce qu'il n'y a pas d'alternative à ce moment-là. Ouais. Ah, c'est ça. C'est que t'as quand même une base. C'est qu'il n'était pas toujours bien booké, mais t'avais toujours une base avec John Moxley. Enfin, Dean Ambrose à l'époque. Ouais. C'est qu'il a gagné un titre mondial, il était souvent sur le titre intercontinental US, il avait des feuds plus ou moins importantes. Après, ce qui était bien géré, moi je suis plutôt d'accord avec lui. Mais à ce moment-là, il prend la décision de quitter et il le dit bien en avance. Genre en mode, ah les gars, c'est sûr. Il n'y a pas de. C'est pas j'attends la fin de mon contrat et je vous dis ciao. C'est je vous dis. Il n'y a pas, wesh. Mais il leur dit non, ciao, c'est fini. Et donc Vince McMahon il va dire ah c'est fini. Ah bah après il va le ridiculiser pendant les 2 derniers mois au lieu de peut-être lui donner un vrai programme pour lui tenter de lui dire ah mon gars regarde je t'ai prévu quand même des choses t'inquiète. Non il va pas du tout le faire donc ouais il part en ridicule de la compagnie même s'il fait un dernier match avec le Shield il lui laisse le dernier match avec le Shield quand même. Il est même pas télévisé. Mais ouais voilà en plus tu vois c'est même pas c'est je te donne un cadeau mais mais si c'est regarde. Mais je te baise quand même, je te baise. Ouais. Donc ouais il quitte et c'est couillu quoi à ce moment-là de sa part. Ouais, dans une année bizarre en plus. C'est aussi parce que alors, il est parti aussi parce que comment dire, il y a une certaine personne qu'on critique un petit peu beaucoup ici. Voilà, il a des chambres là, il est barbu, qui lui dit écoute, frère, il faut que tu diversifies parce que t'as pas envie de devenir un Terry Funk. Ah oui, ouais, c'est vrai. Et là, Dean Ambrose, Jon Moxley. Tu voyais, là, il avait plus beaucoup de cheveux sur le crâne. Là tout brûle. Son crâne, il chauffe. Wow, t'as jamais vu ça de ta vie. Ça, vraiment, il y a de la fumée qui sort des oreilles. Il lui dit, connard, Terry Funk a 1000 fois la carrière que t'as jamais eue. Ouais, c'est commence à s'embrouiller. D'ailleurs, il y a des interviews encore qui sont possibles. Il a écrit un livre, il y a des trucs audio et tout. Il y a plein de choses de l'époque que vous retrouvez facilement. Hein. Genre, il est vraiment parti en mauvais terme. Hein, avec Vince McMahon et Hunter. Avec tout le monde, quoi. Ouais, voilà. Comparable à Punk. Hein. Oui, voilà. Ouais. Peut-être un peu moins violent, parce qu'il n'y avait pas cet aspect santé en danger, mais complètement. Il portait plainte, il y a eu des trucs. Punk encore, lui, il allait encore plus loin. Mais on est dans ce truc du mec qui finit mal, quoi. Genre, c'est. Et du coup, en fait, à ce moment-là, ce qui se passe, c'est que. Là, on sait qu'All Elite Wrestling va arriver, et le match paraît logique. Parce que, en plus, on est. Alors, comme l'a dit Lynn, c'est une période bizarre pour WWE. On est sur peut-être la pire période, alors. Jusqu'à maintenant, en fait. Jusqu'à 2024. Mais on est sur la pire période de WWE depuis 2013-2012. Oh. C'était 2019-2018, pour ceux qui se rappellent. C'était un cauchemar complet.
Il y a des gens Il y qui a ont failli personne en tête arrêter. qui était compté. Ah, ouais, Il y a. Il y a pas un pay-per-view qui se passait bien. C'est ça. Et du coup, Il fallait toujours qu'il y ait quelque chose. ça aurait pu pousser des gens à arrêter. Mais il va y avoir du coup All Elite Wrestling qui va se créer. Et donc, du coup, comme je disais, Kenny Omega, dernier match. John Moxley, départ surprise de WWE. Et Chris Jericho, toujours dans ce statut de free agent où on ne sait pas ce qu'il va faire. Double or Nothing, c'est le 26 mai 2025. 25 mai 25 ou ouais, 26. 25 ou 26. Ouais, c'est ça. 2019. Ouais. Le Jericho Omega est annoncé, donc en fait c'est officiel que Jericho est avec eux. Kenny Omega, c'est officiel, alors qu'en plus à ce moment-là il y avait des rumeurs et les fans de WWE étaient en sang sur Omega au Rumble. Moi le premier. Tout le monde pensait qu'il allait venir. Il n'est pas venu. Il rejoint l'élite. Jericho, figure emblématique de WWE, fait le choix de choisir l'élite. Et à Double or Nothing, on a la confirmation. Mais fin du main event, début de John Moxley. Et là, on rentre dans du encore plus sérieux parce que là, il y a bon, déjà que le roster était fou. Tous les mecs qu'on vous a cités avant sur le premier all-in, quasiment 90% sont là. T'as même des ajouts. Il y a un deal télé qui est annoncé pour début octobre pour du coup la création de Dynamite. Il y a un deuxième show déjà qui est prévu qui est All Out. Non. Si All Out. Si, c'est All Out, le All Out. deuxième pay-per-view. Ouais. Ils avaient fait deux shows. Ils avaient osé dire pay-per-view, mais en soi, c'était pas des pay-per-view. Ils sont même pas considérés comme pay-per-view aujourd'hui. Donc, mais c'est plus simple à dire. Juste deux shows. Ouais, c'était juste le temps de patienter, quoi. Mais c'est All Out, ils sont dans le lore, vrai... c'est ça. Ils sont compris dans la trame ou l'élite, quoi. Dans les histoires, etc. Donc ils annoncent un deuxième show, ils annoncent un deal TV, et là on part sur du très très lourd. Et il faut savoir que du coup Kenny Omega, c'est un personnage central de ça, de par ce qu'il représente, de par son niveau évidemment en tant que catcheur, et de par le rôle que sa rivalité avec Okada a eu. C'est une rivalité qui a fait des ponts, qui a fait une transition, comme je disais tout à l'heure, une transition qui a été un symbole et qui a été un pont vers une sorte d'alliance et de travail entre New Japan et une autre grosse compagnie américaine, parce que du coup, Elite va récupérer la moitié de la Ring of Honor des années 2010 est partie chez WWE, l'autre partie elle est chez Elite. Voilà. En gros, caricature. Donc voilà, on va pas se concentrer sur plus que ça, mais Elite, la suite, c'est la suite. Mais du coup, est-ce que quelque part, c'est pas une réussite et un succès de New Japan de voir que Kenny Omega, qu'ils ont construit et qu'ils ont élevé à un autre niveau, c'est eux qui lui ont donné cette chance. Est-ce que c'est pas quelque part la réussite de New Japan de le voir réussir aux États-Unis et malgré tout leur accorder toujours une place aussi importante parce que non seulement il va retourner catcher là-bas, mais comme il est EVP de la compagnie avec les Bucks, avec Cody Rhodes aussi au début avant qu'il s'en aille, il va mettre en place des partenariats avec New Japan, avec CMLL un peu plus tard. Au début, c'est avec la AAA. Est-ce que c'est pas quelque part une réussite de New Japan d'avoir réussi à construire quelqu'un du début à la fin qui le leur a rendu par la suite? Vous avez vu, j'ai changé l'angle par rapport au premier rec de ma question. C'est bien en plus, vu que les gens ont la ref du premier rec, du coup, c'est. Ouais, c'est les absents qui ont tort. Ah ouais. Mais on a eu ce débat sur la première vidéo à peu près, où c'est vraiment un débat intéressant de dire est-ce que New Japan, est-ce que par exemple le Okada Omega de All-In, c'est un succès à eux aussi, est-ce que c'est plus une vitrine, est-ce que c'est plus c'est grâce à eux, est-ce qu'ils sont gagnants là-dedans? Donc c'est un débat où vraiment toutes les réponses elles sont entendables, parce que c'est vraiment un bon débat. Vas-y Baban, je sais que. Ouais, moi pour le coup, en fait, moi ce que je comprends que en esprit, en moula, ce soit un peu une réussite de New Japan, mais le truc c'est que moi j'ai un peu de mal avec cet argument parce que comment dire, j'ai pas envie qu'en fait qu'on parte sur une dortmundisation d'une compagnie, dans le sens où est-ce que Jude Bellingham c'est une réussite de Dortmund? Bah du coup oui, parce que du coup tu as des jeunes qui vont pouvoir venir chez eux pour dire oui, ça peut être un tremplin. Mais est-ce que Dortmund en bénéficie vraiment? Est-ce que Dortmund, du coup, Dortmund, c'est une équipe qui il y a 10 ans, était en finale de Ligue des Champions. Bon, il était l'année dernière. Mais alors, pour le coup, Dortmund, 100 millions, quand même.
Non, mais d'accord. Non, mais Je rigole, c'est pour taquiner tu les vois, deux, tu vois, tu vois ce que. Mais t'as réussi à tu envoyer vois- la balle sur Dortmund quand même. T'as réussi. Non, c'est pas une balle. Non, pour le coup, c'est pas une balle. C'est vraiment genre, pour le coup, c'est vraiment enfin, je dis Dortmund parce que c'est les plus, comment dire, c'est ceux qui sont Les plus connus sur ça. le plus connu dans ce truc-là. Mais tous les clubs qui sont entre le tremplin et grand club, où tu te dis, bah en fait, les mecs ils se rabaissent eux-mêmes en étant des clubs tremplins. Enfin, du coup, on n'est pas là pour parler de foot, mais c'était pour donner une image en fait, en gros. Non, mais en gros, c'est pour donner une image de, ouais, mais du coup, quelle image du coup finalement ça donne New Japan, dans le sens où bah là du coup la grosse rivalité Omega Okada, bah du coup c'est AEW qui va en profiter. Alors c'est un petit peu plus complexe que ça, c'est un petit peu plus nuancé parce que ce qui bénéficie à AEW peut aussi bénéficier à New Japan puisqu'ils sont en collaboration assez régulière et qu'ils ont de très bons rapports tous les deux. Mais il n'empêche que, est-ce que un japonais peut pas se dire d'accord, là imaginons Goto, et dit là ça marche très bien pour moi à New Japan, mais est-ce que j'aimerais pas aller chez les Américains et entre guillemets, enfin ouais du coup aller chez les Américains parce que du coup j'ai tout fait à New Japan au lieu de faire toute sa carrière à New Japan, comme c'était un peu le cas pour comment dire, pour, enfin, pour la plupart des Japonais quoi. Ouais. Et Mais ça, par exemple, vas-y, ça vas-y. c'est un truc, c'est un débat qu'il y a par exemple dans la communauté japonaise, donc vraiment japonaise du catch, où par exemple je sais que Tetsuya Naito, donc le numéro 2 de New Japan durant la décennie, durant les 10 dernières années, c'est par exemple, vous avez vu, si Okada c'est Reigns, Naito c'est Rollins sur les 10 dernières années. C'est juste sur l'image de la hiérarchie, hein. Naito il avait fait une conférence de presse où il est super intéressant en interview, lui généralement, et il dit par exemple quand Nakamura il quitte, parce que lui c'était censé être le successeur de Nakamura dans la hiérarchie. Il dit ouais, il y a tout le monde qui applaudit Nakamura, ouais, je suis content pour toi WWE, tout ça, vas-y mon gars va réussir. Et lui il dit en interview, non moi je suis pas content, parce que les meilleurs ils devraient catcher ici, ils devraient pas bouger chez WWE. Exactement. Et donc il y avait ce débat à chaque fois de est-ce que oui, on est content pour lui, d'accord, oui il va aller haute part tout ça, mais tu devrais pas être content. On te dit pas de pas aimer le gars, mais il devrait rester là. Si nous on est les meilleurs, on doit faire le meilleur truc, le meilleur catch, le meilleur divertissement, ce que tu veux. Il devrait rester ici. Pourquoi il va chez New Japan? Enfin, pourquoi il va chez WWE? Après, c'est plus compliqué que ça, hein. On peut parler Il y a un gros d'argent, on peut facteur. parler Voilà, de c'est trucs. ça. Il y a le gros C'est ça, tu facteur, vois, c'est que malheureusement, la machine WWE, surtout genre, Bavan faisait un parallèle avec le foot. Dans le foot, c'est encore moins gros que ça parce qu'il n'y a pas une équipe qui domine à ce point-là. Mais la machine WWE Ouais, en mais t'as termes t'as les gros d'argent. clubs, quoi, entre guillemets, les gros clubs. Oui, c'est ça, ça. Mais je Ouais. veux dire, tu sais, la WWE, comme c'est un seul, c'est quand même encore plus marqué, tu vois. Que Oui, l'écrasement sur les autres, il est encore plus marqué. Jusqu'à ce que l'élite arrive avec, je ne l'ai pas précisé, mais avec une manne financière immense représentée par Tony Khan, qui, pour ceux qui ne le savent pas, est aussi président et propriétaire d'un club de NFL, de Première Ligue, c'est-à-dire les Premier deux League, ouais. entreprises où, juste pour exister, il faut avoir un Ouais, pactole exceptionnel. Les droits d'entrée en NFL, Ah, il touche pas le un RSA, lui, hein. demi-milliard. Oui, c'est Ah ça. ouais. C'est Le un plancher demi-milliard financier, c'est pas, un c'est demi-milliard pas de France dollars. Travail, hein. Donc, non, donc vraiment, sachez-le, il y a une grosse manne financière chez All Elite. Et en fait, moi, c'est ça mon point, c'est que de dire que, certes, pour moi, c'est une réussite de New Japan parce que, certes, oui, je comprends la logique, hein, de Naito et du coup, un peu de celle de Bavard, du coup, de dire les meilleurs devraient rester, mais New Japan n'a pas vocation et n'a pas l'envie d'être le numéro 1 mondial. Il va être le numéro 1 au Japon, mais ils n'ont pas cette vocation d'être le numéro mondial. Alors, on peut trouver ça dommage, ça, c'est un autre débat, mais ils n'ont Ouais, pas c'est la cette culture japonaise envie. après, hein. Hein? Ça, c'est la culture japonaise, hein. Ouais, Ils ouais, sont assez c'est séculaires oui, quand même, hein. c'est Bon, vrai. enfin, ils C'est sont vrai. même très très séculaires. Bah, c'est nul, hein, de toute façon. Bon. Oui, oui, c'est vrai. Tu vois, donc Kenny Omega, Kazuchika Okada, Shinsuke Nakamura, AJ Styles, je sais pas qui d'autre, mais ces mecs-là, de base, ils sont pas prévus pour rester. C'est triste à dire et ça revient un peu à ce que tu disais sur le foot et c'est comme ça un peu partout. Les mecs sont, quand tu arrives dans une entreprise qui est entre guillemets le haut du deuxième chapeau du business dans lequel tu es, bah les top superstars n'ont pas vocation à rester. Et un Omega, c'est déjà exceptionnel qu'il soit chez New Japan dès le départ en tant que novice, on va dire rookie, parce que les entreprises américaines n'ont pas suffisamment, enfin américaines, quand je dis américaine, c'est nord-américaine parce qu'en plus il est canadien, mais elles n'ont pas flairé le talent du mec. C'est dingue, tu vois. Et J-Styles, il n'y a pas eu ça. Et J-Styles, les mecs ont vu que c'était un ovni, ils l'ont pris direct. Et après, il a fait un run chez New Japan, parce que New Japan a aussi cette capacité d'être
une école du catch, le Dojo New Japan, c'est quelque chose de reconnu, que ce soit pour le catch féminin ou le catch masculin. Bon, le catch féminin, c'est une compagnie du coup qui s'en occupe, mais voilà, le catch japonais est connu pour être une antre de l'apprentissage et de la progression dans le catch. Mais c'est tout. Je pense que malheureusement, s'il n'y avait pas ça, t'as beaucoup d'Européens qui n'iraient pas là-bas. Bon, alors évidemment, c'est comme je dis, si t'as pas Messi au Barça, les gens ne viennent pas. Oui, évidemment. Mais voilà. Donc je pense que c'est pour ça que moi je vois que c'est un souci, c'est que tu as réussi à maximiser ce que tu avais, et en plus de ça, derrière, tu récupères quelque chose. Tu récupères de l'intérêt parce que ça aussi c'est quelque chose que j'ai pas dit, mais la rivalité est tellement grosse que All Elite Wrestling, ils ont en plus fait le travail intelligent de ne pas effacer ce qui s'est passé au Japon. Ça fait partie, c'est le lore de la construction de la rivalité même cette année. Là où peut-être d'autres compagnies auraient choisi de simplement se centrer sur ce qu'ont fait eux. Et comme l'a dit Bavaran au début de vidéo, ça aurait pu fonctionner. Hein, je crois que tu as dit Bavaran, non, c'est un mec qui ne regarde que All Elite et qui ne suit que ce qui s'est passé là, à All Elite, bah il est pas perdu, et puis il va sûrement kiffer, tu vois. Et en fait, eux, ils ont fait ce travail intelligent, et du coup, ça met de la lumière sur le Japan. Et eux, ils récupèrent quelque chose. Même si au final, ils ont 4-5 personnes max qui vont s'intéresser et devenir des fans assidus, bah c'est toujours ça de prix, puisqu'en fait, eux, ça ne leur a rien coûté, puisque eux, ils n'ont plus rien à, ils ne payent, enfin, ils n'ont plus le contrat d'Okada ni d'Omega. C'est juste le fruit de leur travail passé. Donc c'est pour ça que pour moi, c'est une réussite, c'est qu'en fait, des superstars que tu avais dans ton roster, tu les as maximisées, tu en as fait des superstars, elles sont parties parce que tu ne pouvais pas les retenir financièrement ou peut-être même dans leurs envies de voir autre chose. Et en fait, bah, malgré cela, elles te le rendent parce qu'elles sont pas ingrates, mais ça, à la limite, tu vois, c'est un truc que tu maîtrises pas. Par contre, ce que tu as maîtrisé, c'est ton travail, et en fait, ton travail a tellement bien été fait que derrière, bah, tu vas récolter tu vas récolter quelque chose sans ne plus rien faire du tout, sans ne plus t'intéresser à cette rivalité. C'est en ça que pour moi, c'est une belle réussite de New Japan, que ce soit Kenny Omega ou même Okada, dans une moindre mesure, parce que Okada, c'est une réussite de New Japan, c'est un succès de New Japan, parce que c'est un gars de chez eux, et c'est comme ça qu'ils aiment construire leur star. Mais voilà, c'est pour ça que pour moi, c'est une belle réussite pour eux de les avoir à une aussi grosse place dans les cartes américaines aujourd'hui. C'est ça fonctionne plus comme vitrine, tu vois, que succès financier, tu vois. Ceux-là, ils vont pas toucher d'argent, tu vois. Là, le truc leur apporte pas d'argent. Mais c'est plus une vitrine, comme tu as dit. Ouais, peut-être s'il y a pas. Là, les gens qui vont regarder All-In ou qui ont suivi le build-up, tout ça, ils vont pas tous regarder New Japan. Ils vont pas devenir. Même juste. Il y en a plein qui vont même pas jeter un coup d'œil. Mais si tu as une minorité, je sais pas, ça peut représenter 20%, 30%, 10%, mais même à 10%. Si tu as 10% de gens qui commencent à regarder New Japan ou au moins jeter un coup d'œil et suivre quelques trucs, ils sont gagnants là-dedans. Ils sont gagnants là-dedans parce que tu as de l'interaction sur les réseaux sociaux, tu as plus de fans qui regardent, donc ça attire aussi plus les catcheurs étrangers. Tu as des catcheurs étrangers maintenant qui viennent. Bah dis-toi, le Japan, ils ont fait un truc que personne n'avait jamais fait. En 2018, ils ont ouvert un dojo aux États-Unis. Genre, ils ont amené un catcheur japonais. Bon, c'était Shibata à ce moment-là. Ils l'ont amené là-bas. Ils ont construit un dojo là-bas. Ils ont dit, toi, on va coacher que des Américains. Que des Américains, que des Anglais, en tout cas, des non-japonais. Et donc, on a une poignée de jeunes catcheurs qui n'étaient pas du tout catcheurs, qui sont venus s'entraîner et qui sont devenus catcheurs. Aujourd'hui, ce que vous voyez avec le Bullet Club actuel, les Clark Connors, même celui qui est chez WWE là. Enfin non, il s'est fait tège en plus. Le Eddie Thorpe, c'est ça son nom à WWE. Ouais, il s'est fait coacher là-bas. Il y avait Alex Gouglin, avant qu'il prenne sa retraite malheureusement. Un gars comme Gabe Kidd, qui était à deux doigts d'abandonner le catch, ils l'ont repris là-bas. Des mecs qui sont passés comme ça, tu vois, qui sont venus s'entraîner, tout ça. Et tu vois que l'entraînement chez les Japonais, c'est pas le même que chez les Américains, quoi. Donc, en fait, ça peut ramener une audience américaine, que ce soit au niveau des téléspectateurs, mais aussi des catcheurs. On voit de plus en plus de catcheurs européens ou nord-américains qui viennent aux États-Unis, qui font un run de. Ça peut être 2 mois, ça peut être 6 mois, ça peut être 1 an, 2 ans, mais ils viennent faire des runs au Japon. Et qui dit run au Japon, c'est des fois c'est s'installer, tu parles pas la langue, donc c'est difficile, mais ils prennent ce risque. Et on voit chez certaines personnes que ça a marché et que ça a changé leur carrière. Quelqu'un comme Mariame, elle va pas au Japon. Est-ce qu'elle est chez Oli ou chez WWE aujourd'hui? Je pense pas du tout. Hein. Okay. Je pense vraiment pas. Donc voilà, c'est plus
montrer que, ouais, regardez, on travaille bien, vous nous le rendez. Après, est-ce que vous allez rester à la fin? Bah ouais, tu vas fonctionner un peu des fois comme un tremplin. Je peux pas dire que c'est une réussite à 100% parce que, comme il a dit Bavarian, et, passer pour le tremplin, c'est jamais sympa en soi, tu vois. Ouais, c'est ça. T'aimerais être le numéro 1, quoi, en soi, comme tout le monde. Donc, ouais, c'est un débat intéressant, en fait. Il y a des arguments pour, contre. Franchement, c'est. Ouais, tu vois, c'est ce que je dis. C'est que du coup, il y a des gens qui vont à New Japan et ils se disent ils vont pouvoir faire quelque chose. Bah oui, bah écoute, est-ce que Dortmund, c'est une réussite le fait que Erling Haaland soit à City aujourd'hui, tu vois? Après, c'est bien parce qu'ils ont eu Erling Haaland un peu grâce à ça, mais t'en as profité pendant 2 ans, c'est déjà pas mal. Mais qu'est-ce que ça dit de toi? Et en fait, en gros, c'est que, OK, ils vont se faire de l'argent, pourquoi pas, sans frais, s'il y a 10 qui s'intéressent au New Japan, mais s'ils feraient pas encore plus d'argent si jamais ils avaient toujours Katsuchika Okada et Kenny Omega, à New Japan? Je sais Et pas. je vais donner un exemple, tu vois? Oh, je sais pas non plus, c'est vrai, on peut pas savoir, mais la question peut se poser. Mais du coup, on peut donner un autre exemple et vous allez dire que c'est pas exactement pareil, mais justement, le fait que ce soit pas pareil montre pour moi que New Japan n'est pas gagnant au final, même si c'est la vie, c'est comme ça que fonctionne l'industrie. Ça montre que pour moi, c'est pas forcément une réussite à 100%. Parce que, imaginons si demain, je dis une connerie, hein, j'ai un truc, ça n'arrivera jamais. Mais imaginons demain, Seth Rollins, il fait un run à New Japan. Donc il va à New Japan, vraiment, il se la donne. Hein. Genre, il fait un bon run et tout. Imaginons même, il devient leader de Bullet Club, machin et tout. Et il fait vraiment un truc bien, tu vois. C'est un vrai run à New Japan. Et d'un coup, du coup, t'as Roman Reigns qui, voilà, il veut faire son dernier match de sa carrière, il veut le faire contre Seth Rollins. Il se ramène à New Japan pour faire une rivalité contre Seth Rollins. Et du coup, tu as, imaginons, à Wrestle Kingdom, tu as Roman Reigns contre Seth Rollins. Est-ce que pour vous, c'est une réussite de WWE? Ah Ah non, oui. parce qu'ils vont pas en profiter de ça. Pour moi, ils vont pas en profiter. C'est juste, OK, tu as 2 catcheurs qui sont une Bah, rivalité, ouais, 2 mais catcheurs qui sont WWE, une rivalité typiquement WWE, mais est-ce que pour eux, c'est tant que ça une réussite? Ils bah, s'en foutent. l'exemple, oui, effectivement, pour moi, il est pas bon parce que WWE n'a pas, enfin, WWE ne, la lumière, c'est WWE qui l'a fait sur New Japan et pas l'inverse. Après, ça, moi, je pense qu'ils peuvent aussi en profiter peut-être dans leur réputation, Ils peuvent en d'avoir profiter, en vrai. Tu dans vois, leur, sur le public japonais, nous, exactement. je pense sur le public mondial, t'as pas un gros changement. Mais chez les Japonais, tu peux avoir des gens qui se disent ah putain, c'était WWE ça sur les dernières années. Ah, si c'était deux gars, c'était les deux top guys de la WWE. Ah, vas-y, je vais jeter un petit coup d'œil. Mais Ça là, peut New Japan est marcher plus comme ça. gagnant. New Japan est beaucoup plus gagnant que la WWE. Ah Oui, bien oui, Ça veut sûr. mais dire. là, parce Non, que, mais Ah oui, parce que et t'es voilà, le c'est ça. dominé, moi, je te dis t'es pas, le moi, je te dis dominé. pas que New Japan est plus gagnant que All Elite dans cette histoire. Moi, je te dis, est-ce que c'est pas quelque part une réussite pour eux et un succès? C'est pas Comme il a ça. dit Ouais, en Rémi, fait, là, ça, c'est c'est que la c'est très. relation Enfin, dominé-dominant. C'est la bah, relation c'est dominé. ça, voilà, en fait, Bien c'est un peu sûr que ça. Et du coup, le dominé, si l'autre il lui donne du buzz entre guillemets, tu vois, tu m'as compris. Bien sûr qu'il va en profiter là. Alors que là, si New Japan ils envoient deux gars, je sais pas, une rivalité emblématique de New Japan chez WWE, tu vois, est-ce qu'ils sont vraiment gagnants? Bah le dominant, c'est lui qui va prendre un peu la fame, tu vois. Bah, ah, c'est mais d'où c'est la ça, relation dominé-dominant. c'est quelque chose qui est très nuancé. Il n'y a pas oui ou non, c'est très nuancé pour le coup. Hein. Ouais, c'est ça, exactement. Donc voilà. Moi, Est-ce je pense qu'ils en plus un peu plus vers le profitent? non mais après, moi, je me bats contre le système aussi là-dessus. Hein, mais je sais très bien que je perds là-dessus. Hein. Donc, je suis d'accord que vous êtes que Moi, je Rémi, t'es dirais, plus pragmatique. je Mais comprends le réussite, je dirais plus vitrine, qui en soit une réussite, mais pas à 100%. J'aurais plutôt dit ça, même si ça peut une réponse un peu bizarre. Mais ils peuvent être contents d'eux, en tout cas. C'est qu'ils travaillent bien. Et après, ils ont pas, comme il a dit Rémi au tout début, ils ont pas pour vocation d'être numéro 1 mondial. Il y a tellement un gouffre entre WWE et le reste du monde que être numéro 1 aujourd'hui, c'est quasi impossible. Va falloir, le jour où WWE sera plus numéro 1, on n'est pas prêt de le voir. Est-ce qu'on peut avoir des concurrents plus ou moins sérieux? Oui. On Mais aura là, un on parle bis d'un truc peut-être. qui Moi, est, je pense qu'on aura un voilà, la bis. limite, tu vois, un Parce bis. que, Ouais, ouais, mais non. faudrait un miracle, tu le vois. météorite sur les bureaux de Ouais. Stanford. Non, Ah, mais même pas, parce que numéro un, c'est quoi? C'est juste que je pense que dans 10-15 ans, peut-être que l'élite sera pas numéro 1, évidemment, faut pas déconner. Mais voilà, ce sera un bis et que On sait jamais. Hein. ce sera une compagnie avec une énorme renommée au point que Attends. WWE les verront comme une vraie concurrence. Bon, ils le voient déjà, mais ils le disent pas, mais ce sera assumé, quoi. On sait jamais. Hein. La WCW s'est cassé la gueule très vite. Hein. Oui, bien sûr, ouais, bien c'est sûr. ça. En fait, Ça peut aller tout peut beaucoup plus vite que tu exploser. crois. Bien sûr, Tout peut ça, je suis exploser complètement d'un d'accord. coup.
là, peut-être dans 5 ans, on parle All Elite, peut-être ils explosent, n'existe plus. ils remplissent Ah ouais. Et soit peut-être ils explosent, plus, ils ouais. n'existent plus, ou peut-être dans 5 ans, All Elite, ils remplissent des salles à 15 000 personnes régulièrement, tu vois. On Ouais, sait Ça, pas, c'est intéressant de pour le voir, tu vois. coup, c'est pour le coup, c'est plutôt l'objet de notre vidéo, parce qu'il va arriver, la vidéo 2025, une année charnière pour le catch. Mais si on remarque bien, et ça, c'est un truc que je parlerai dans la vidéo, c'est qu'il y a un vrai combat de boxe sur chacun qui peut faire une année de merde ou un truc, et l'autre qui en profite. Et l'année C'est dernière, ça. AEW s'est pris un méchant uppercut, parce que tu avais le WrestleMania qui a été vraiment une réussite pour WWE à bien des égards, pour plusieurs choses, plusieurs raisons différentes, qui a été une grosse réussite, et WWE était on fire right now. Pendant que All Elite faisait n'importe quoi, avec notamment les Young Bucks et la vidéo sur CM Punk, Tony Khan Ouais, qui ils ont mal expliquait géré vraiment à la ce moment-là. réalité. C'était une catastrophe. Et là, c'est l'inverse, où tu as WWE qui s'est cassé la gueule avec son WrestleMania, qui a dégoûté beaucoup de gens, et WWE qui fait un très bon début d'année et qui, du coup, revient dans les cimes des gens. Il y a un vrai combat de boxe qui est en train de se faire depuis quelques années entre les deux. Mais ça, de toute façon, je pense que ce sera mieux d'en parler dans la vidéo Et 2025 justement, ouais, comme qui tu arrive. dis, c'est un combat de boxe, chacun en profite. Maintenant, pour Elite, le tout, ça va être d'en profiter jusqu'au bout. Et pour en profiter jusqu'au bout, il faut poser un excellent all-in, qui est leur plus gros pay-per-view. Et dans cet excellent all-in, il faut qu'un de tes meilleurs matchs, parce que c'est peut-être le match le plus attendu, ce soit ce Kazuchika Okada contre Kenny Omega pour le titre unifié, winner take all, pour les titres international et continental. Voilà, je pense qu'on a Parfait. été plutôt complet. Je vous pose une dernière question en deux phrases rapidement. 5e et dernier match, on run it back un peu plus tard. Je vais dire. Tu veux commencer, Baran? Ou je Ouais, commence? je veux dire, moi, pour moi, c'est une réponse un peu de Normand, mais c'est dans la nuance qu'on trouve, je trouve les meilleures réponses. C'est que s'il y a quelque chose à raconter, s'il y a vraiment quelque chose à raconter, s'il y a s'il y a une idée, on se dit, ah, là, on peut raconter quelque chose, et pourquoi se gêner? C'est-à-dire, ça sert à rien de dire, dernier match, on fait rien après. Si tu te dis, ah, là, il y a un truc à raconter, un truc qui peut être sympa à raconter, et vas-y. S'il y a rien à raconter, faisons pas pour du fanservice, ça servira à rien, ça va juste servir la rivalité. Je vais suivre un peu, je suis complètement d'accord avec lui. C'est la réponse la plus logique qu'on peut donner. C'est que oui, s'il y a quelque chose à faire, pourquoi ne pas le faire? Juste pour se dire, ah non, tout ça, c'est stupide de faire ça. Mais en même temps, s'il n'y a rien à proposer, ça sert à rien de l'envoyer comme ça pour rien. Parce que les gens vont s'y intéresser, mais tu vas juste les décevoir. Au final, tu seras plus perdant que gagnant là-dedans. Donc, est-ce que c'est le dernier match? Je pense pas en soi. Après, tu as précisé, je sais que tu nous as dit avec ou avec cette importance. Peut-être pas. Peut-être ce sera un match de retraite pour un des deux. Ils se choisissent pour le dernier match de l'un des deux. Ça m'étonnerait pas. Moi, je pense plutôt vers ça. Je pense plutôt vers cette réponse. Et avec sa importance, c'est peut-être le dernier. Et donc, tout le monde va être hype, justement. Ils ont intérêt, comme tu as dit, vu que c'est all-in, ça doit être important. On est dans une année importante. Ils ont intérêt à pas se louper parce que ça va toucher l'émotion des gens. Que si la quadrilogie elle devient une quintulogie, je dis de la merde. Une pétalogie. Quintulogie. Pétalogie, c'est sûr? Je Le pense, 5e match, quoi. donc, Elle est sur les 5 matchs. je pense que c'est une pentalogie. Ouais. La saga. Oui, alors La saga, saga. là pour le coup, tu prends même pas en compte On va les dire ça. chiffres. On va dire ça. Je pense que c'est La pentalogie. saga, on va dire saga, je pense. Ouais. Penta, il est plus là, miskin. Tu touches la saga des gens préférés peut-être de notre génération, donc faut faire attention à ça. Donc je suis hype, je pense que tout le monde est hype, au final tout le monde c'est hype, alors que on avait tous des avis différents peut-être dans la communauté de base. Là on arrive dans la semaine, on est tous hype, et je pense que c'est le bon match, c'est parfait pour ce all-in, parce que ça va être un tournant positif ou négatif pour All Elite, et donc que le Okada Omega soit un tournant pour les débuts de All Elite, et que peut-être pour le refaire exploser, c'est peut-être un petit signe du destin, quoi. Ce serait beau, quoi. Écoute, et parfait. Moi je dis, si Tony Khan pouvait trouver une idée juste pour Forbidden Door, juste pour running back, s'il te plaît. Ah, s'il te plaît. Justement, pour nourrir un groupe de sauveurs. J'allais dire que je suis d'accord sur votre avis. S'il y a un truc à raconter, racontons-le. Mais par contre, j'aimerais bien que. Je pense que All-In, ça va être l'occasion de bien finir beaucoup d'histoires et d'en entamer rapidement de nouvelles. Donc j'aimerais bien qu'il reste éloigné quelques temps après cela. Ah oui. À part pour Forbidden Door.
Et ben justement, on S'il va te plaît, s'arrêter. Tony, s'il te plaît. On va s'arrêter là-dessus. On a été très complet, je trouve. Voilà, vous avez le rendez-vous hein, samedi à partir de 21h, je crois que ça commence en ligne. C'est ça. De toute façon, on sera ensemble sur Twitch hein, dans l'avant-match, j'allais dire, dans l'avant-show, à partir de 18h30, 19h. Il y aura moi-même et puis on verra qui sera d'autre. Qui d'autre sera là. Surtout, j'allais dire, ce sera un très très bon amuse-bouche avant le retour de Bill Goldberg. Voilà, là, faut là, le dire. Là, on a la grandeur là. Voilà. Oh, le week-end qu'on va passer. Voilà, gros week-end de catch à venir, grosse semaine également. Sur la chaîne des Sauveurs, on va vous laisser. En fait, on trouvait ça dommage de ne pas avoir de beaucoup de talks, d'émissions, de podcasts qui mettent en. Des petites semaines spéciales, quoi. C'est ça, des petites semaines spéciales, c'est important. C'est comme ça qu'on crée de l'engouement autour de notre discipline qu'on aime tous, peu importe nos avis et peu importe nos lutteurs ou fédérations préférées. Voilà, c'est comme ça qu'on crée de l'engouement. Donc voilà, on avait envie de partager cette semaine qui nous excite beaucoup avec vous. Donc ce sera le cas, des vidéos et des previews. Merci à tous d'avoir regardé la vidéo jusqu'ici. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, nous c'est très important pour nous, à nous laisser en commentaire votre avis, à la partager sur vos différents réseaux sociaux, auprès de gens que vous connaissez dans la vraie vie. N'hésitez pas aussi à nous rejoindre sur nos réseaux sociaux, que ce soit Twitter, Twitch, donc YouTube, TikTok. On est aussi sur Spotify. Vous pouvez également rejoindre le Discord communautaire qu'on a créé pour pouvoir échanger avec vous, surtout avec l'ATL avec la commu hors Twitter, pour ne pas rester exclusivement Twitter. Voilà, si vous voulez venir discuter avec nous, c'est avec plaisir. On répond souvent aux messages, même toujours. Donc voilà, je mettrai le lien du Discord en bio. La suite, c'est quoi la vidéo là, vous l'écouterez, on sera lundi midi normalement. La suite, c'est mardi soir, on commence les previews avec la preview de Saturday Night Main Event. Vous aurez mercredi Evolution qui sortira à midi et le soir une petite preview rapide de NXT Great American Bash avec les débuts de Blake Monroe. Et le gros rendez-vous, c'est jeudi soir en live sur Twitch. La big preview de AEW All-In. On sera en live, la VOD sera disponible sur YouTube directement après hein, pour ceux qui sont pas là. Prise d'antenne 20h30, on commencera le live vers 21h, la preview pardon vers 21h. Soyez là, ça va être top. Et puis le reste des vidéos, je vous les annoncerai au compte-gouttes peut-être dans la semaine. Merci à tous, je vous souhaite une très bonne... Et pas la dernière vidéo. La dernière vidéo sur les femmes de All Elite. La dernière vidéo sur les femmes de All Elite. Et si vous voulez comprendre aussi à quel point, avant qu'on en fasse une vidéo, à quel point 2025 est un tournant, vous pouvez même aller checker la vidéo Guerre froide, l'épisode 1 du dossier des Sauveurs. On a sorti l'épisode 2 hier sur la division féminine de All Elite. L'épisode 1 du dossier des Sauveurs, qui est consacré à la guerre froide dans le monde du catch, qui a lieu sur les derniers mois, dernières semaines, entre deux gros blocs. Voilà, c'est une vidéo très longue, mais qui vous aide à bien comprendre. Si vous voulez bouffer du catch, c'est la semaine des matchs, du podcast, des émissions. Vous avez tout sur la chaîne pour vous amuser. Donc régalez-vous. Merci les gars d'avoir été avec moi. Merci d'avoir refait cette vidéo avec moi. Merci. Franchement, elle est tellement pro là. Je suis trop fier de mon intro. Merci. On se dit du coup à très vite. Salut à tous les petits filous. À très vite. Salut.